téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis du Congo, Congolais, Congolaises, Zaïrois, Zaïroises, partout où vous êtes, au nom de TV Lisanga, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui me permet de recevoir évidemment quelqu'un que vous connaissez tous et toutes, et c'est un grand honneur pour moi. Nous allons essayer de partager quelques instants avec cet homme, je pense que vous connaissez tous. Nous allons essayer peut-être d'entrer un petit peu dans son intimité, c'est-à-dire savoir un peu qui il est, savoir quelles sont vraiment les choses qui le définissent, qui le caractérisent, quelles sont ses pensées profondes. Voilà, nous allons vous faire partager ce moment et vous permettre d'entrer un petit peu dans l'intimité de cet homme, tout honneur, tout seigneur évidemment. Je vous remercie en tout cas de nous suivre et c'est vraiment un grand plaisir. Alors, sans plus tarder, Monsieur Roland Mena, bonjour. Bonjour Madame. Très bien, merci. Alors c'est un grand plaisir. Alors je ne vais pas dire vous, parce que dans mes émissions, j'aime beaucoup être tout simplement naturel. Et donc je vais dire tu, puisque nous nous tutoyons. Donc c'est un grand plaisir, Roland, de te recevoir aujourd'hui dans cette première émission donc, de TV Lisanga, afin que nous puissions peut-être faire un peu plus amplement connaissance et que ceux qui nous suivent également puissent faire plus amplement connaissance avec toi. Es-tu d'accord ? Tout à fait d'accord et tout le plaisir est pour moi, c'est un honneur. Merci beaucoup Roland. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors j'aimerais un petit peu, peut-être que brièvement, je sais que tu es déjà très connu sur la toile et un petit peu partout ailleurs sur les médias, mais peut-être pourrais-tu résumer un petit peu qui tu es, en quelque sorte, en quelques mots, un petit peu savoir à qui on a affaire quand on parle de Roland Mena. Ah d'accord. Mais tu sais, c'est toujours difficile de parler un peu de soi. J'aime beaucoup parler des autres, donner mon avis sur ce que je pense, notamment de la situation dans laquelle se trouve le Congo, parce que ça occupe, je peux dire, tout mon esprit et tous les esprits en général, du moins de ceux qui s'intéressent de près ou de loin à tout ce qui se passe chez nous. Mais si je devais parler de moi en quelques mots, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que Roland Mena, c'est un Congolais, Zaïrois. Je suis né à Kinshasa, de parents zaïrois, voilà. Notamment en ce qui concerne mon père. Je ne donnerai pas trop de détails concernant ma filiation exacte, parce que tu sais, je suis dans un combat qui consiste à libérer le Congo de la mainmise étrangère. Mais justement, je ne te coupe pas, mais parce qu'à ce sujet, tu t'étais déjà exprimé, je me souviens, et je crois que c'est important de le rappeler. Il s'agit, je sais bien, je suis d'accord avec toi, qu'on n'est pas ici ni à se justifier ni quoi que ce soit, mais je pense que dans le combat que nous menons, justement, c'est important que les choses soient claires. Alors si peut-être tu pouvais redire ce que tu nous as déjà dit à l'occasion de certaines manifestations, voire même, je crois même dans une autre interview que tu as faite, voilà, comme ça c'est clair, et ceux qui nous suivent auront une image claire et nette. Oui, tout à fait, j'allais y venir. En fait, je disais que je n'aime pas trop parler de ma filiation exacte, dans ce sens que je suis un résistant, et je considère, c'est ma conception des choses, qu'un résistant, c'est quelqu'un qui évolue sous le sceau du secret, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif que nous nous sommes assignés, et à ce moment-là, bien entendu, nous aurons le devoir de donner des précisions exactes sur nos origines exactes, sur d'où l'on vient, qui sont nos parents, et ainsi de suite. Parce que bon, chez nous au Congo, nous savons aussi que les personnes qui sont actuellement à la tête de notre pays, c'est pas seulement au Congo, mais je dirais en Afrique en général, nous savons que nous sommes sous le régime de certaines dictatures, et que lorsqu'on parle de dictature, on ne peut pas y assimiler la démocratie. Et donc nous sommes obligés de prendre quand même quelques mesures sécuritaires, ne fût-ce que par rapport aux nôtres qui sont encore là. Bien sûr. Mais comme tu le disais tout à l'heure, donc je ne citerai pas de nom, mais comme tu le disais tout à l'heure, je vais revenir sur une toute petite précision, je vais dire ça comme ça. En fait, je vais le prendre comme si je te racontais une petite histoire, mais très rapidement. Bah, tu sais, il était une fois un monsieur qui s'appelait Poussangata Robert, et qui était du Congo-Brazzaville. Là, je te parle des années 1930, voilà. Ce monsieur, c'était la colonisation encore, voilà, nous étions encore donc en colonisation française, exactement. Ce monsieur était, Poussangata Robert, était très apprécié des Français à l'époque, et il avait, pour ainsi dire, adopté
et il l'emmenait partout où ils allaient. Et c'est ainsi qu'il a eu la maîtrise de la langue française et il s'est retrouvé du jour au lendemain de Brazzaville, il s'est retrouvé au Zaïre, à Kenge, dans le Bandundu. Bah, figure-toi que ce monsieur, c'est mon grand-père maternel, donc le papa de ma maman. Arrivé à Kenge dans le Bandundu, il a rencontré son épouse, dont il est tombé éperdument amoureux. Et voilà, à Kenge dans le Bandundu, ils ont eu leurs enfants, dont ma maman, ma défunte maman, qui nous a donc élevés et qui a fait que je sois la personne que je suis maintenant. Et ma maman, elle est née donc, c'est elle qui est née d'un père congolais de Brazzaville et d'une maman zaïroise. Dès son plus jeune âge, aux alentours de 15-16 ans, maman a quitté Kenge dans le Bandundu pour aller s'installer à Kinshasa. Et c'est à Kinshasa qu'elle a fait la connaissance de son mari, un certain Mena. Et de là est sorti le personnage que tu vois. De cette union est sorti le personnage que tu vois. Donc je suis né à Kinshasa. Et vers l'âge de 5-6 ans, c'est vrai que mes parents avaient les moyens. Lorsque je te parle de mes parents, je veux dire aussi bien papa, maman que grand-maman et grand-papa, hein, grand-mère et grand-père. Donc toute cette famille, ces deux familles, ils avaient vraiment les moyens. Et vers l'âge de 5, 6, 7 ans, je suis arrivé en Europe. Nous sommes tous arrivés en Europe avec mes frères, mes soeurs, mes tantes, etc. Et à partir de là, c'était en 1967-66. Donc je suis en Europe depuis ces années-là. Et donc j'ai pratiquement fait tout ma vie ici. Avant de continuer cette période, pour revenir juste encore, j'allais dire juste sur les origines, donc on a bien compris par rapport en ce qui concerne ta mère, mais ton père, déjà la famille de ton père est de quelle région vraiment? Alors, concernant mon père, là je te disais aussi que je n'allais pas donner trop de détails, mais pas pour le moment, hein. On ne donne pas de détails pour le moment, mais plus tard, il est bien évident que j'apporterai encore plus de précision de ce côté-là. Mon père, il est Mukongo, 100% comme on dit, hein. Et donc je suis Musingombe de par mon père. Ok, ben, c'est parfait, donc je crois que là-dessus c'est clair, on peut vraiment dire que tu es un bon Zaïrois, voilà. Un bon Congolais, nul doute à ce sujet, je pense que c'est important. Alors, mais c'est vrai que c'est bien de donner ces petites précisions pour que les gens sachent exactement à qui on a affaire et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté de ce côté. Je pense que c'est important et surtout que, comme je le dis souvent, ce n'est pas tant le problème forcément des origines qui pose problème, mais c'est le combat qu'on mène, c'est l'amour qu'on a dans le cœur pour un tel ou tel pays et c'est ça qui est le plus important. Alors, justement pour revenir à ce que tu disais, donc tu as grandi en Europe. Si on se souvient, donc on ne va pas non plus aller maintenant faire le parcours pas par pas parce que c'est pas non plus l'objet, j'allais dire, de l'émission d'aujourd'hui. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est, on dit souvent que la période de l'adolescence c'est une période très importante, c'est une période marquante. Je pense que de par la famille d'où tu viens, on a bien compris que donc, tes parents avaient sûrement des fonctions politiques. Et par rapport à ça, justement, dans ton adolescence, quelles sont les choses qui t'ont marqué? Quelles sont les valeurs peut-être certains hommes, certains grands hommes ou grandes femmes qui t'ont peut-être marqué? Si tu pouvais nous expliquer en fait ce qui t'a marqué à cette période-là d'adolescence, puisque c'est vraiment le moment qui marque en fait un être humain. Exactement. Tu sais, ta question me ramène dans le passé. Et en fait, je suis quelqu'un de très curieux. Pas curieux par rapport à l'environnement proprement dit, mais c'est curieux par rapport à... J'aime savoir à qui j'ai affaire. Et je cherche toujours à savoir comment pensent les gens, quels sont leurs centres d'intérêt et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour plaire, parce que j'aime plaire aussi aux personnes que je fréquente. Ou si tu veux, je cherche toujours à ne pas décevoir les personnes que je fréquente et à fonctionner, si tu me permets ce verbe, mais c'est le seul qui m'arrive là tout de suite, selon leurs attentes. Donc je suis quelqu'un qui s'intéresse aux gens et qui veut apporter quelque chose aux personnes que je fréquente, parce que c'est peut-être un peu paradoxal, mais lorsque je m'intéresse à une personne, je cherche à m'enrichir de ce que cette personne peut m'apporter. Sinon, je considère que la relation n'est pas intéressante. Voilà, c'est surtout ce côté-là qui m'a toujours aligné. Et j'ai toujours grandi dans cet état d'esprit-là.
Je pense que ça vient de maman aussi qui avait toujours ce besoin d'être entourée, de connaître les gens, toujours cette curiosité de savoir comment les gens pensent, ce qui plaît aux personnes. Je peux dire que donc ce trait de caractère m'a beaucoup influencé et c'est comme ça que j'ai évolué après dans tout ce que je fais en général. Mais justement dans cette période d'adolescence, est-ce qu'il y a eu d'abord premièrement, est-ce que la conscience politique quand même que tu as qui est très forte aujourd'hui, est-ce que déjà à l'adolescence elle se dessinait déjà ou on pouvait déjà en voir, j'allais dire, les prémices, ou bien pas du tout, tu as passé une adolescence, la politique te disait rien du tout, et surtout, est-ce que tu as des hommes qui t'ont marqué, enfin je veux dire des hommes avec un grand H? Au niveau de l'adolescence, non, je n'étais pas intéressé par la politique, mais je vais être sincère avec toi, pas du tout. J'ai eu une adolescence normale, un garçon voilà, qui faisait 400 000 coups, qui faisait toutes sortes de choses. De la vie. Voilà, exactement. Donc je ne m'intéressais pas vraiment à la politique. La politique, je vais dire que c'est venu surtout lorsque j'ai atteint ma majorité. Lorsque j'ai commencé, et tout particulièrement lorsque je suis retourné au Zaïre pour la toute première fois. Okay. C'est à ce moment-là que le déclic s'est fait et que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la politique. Parlons-en, puisque ça c'est... Mais au courant de l'adolescence, j'ai passé une adolescence, somme toute assez banale. D'accord, donc en fait dans l'adolescence il n'y a pas eu des... Parce que disons, les gens qui t'ont peut-être marqué, c'est peut-être un petit peu comme tout le monde, quand on est adolescent, on a tel ou tel artiste, tel ou tel chanteur, d'accord. Voilà, alors, mais tu disais que ta conscience politique est venue justement à ton premier voyage. Alors ce déclic, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui a provoqué ce déclic qui a fait que là, Roland Mena s'est dit, il faut que je m'engage, il faut que je fasse quelque chose, en tout cas, ça m'intéresse. En fait, c'est à partir d'une toute petite histoire. C'était la toute première fois que je suis retourné au Zaïre, à Kinshasa. J'avais 19 ans. Je venais d'avoir mon baccalauréat. Et non, je venais pas d'avoir le baccalauréat. Non, c'était 18 ans. Je venais pas d'avoir mon baccalauréat, mais j'étais en train de passer cet examen-là. Et à ce moment-là, il est arrivé un malheur dans la famille parce que nous avons eu maman qui avait fait un très grave accident où elle a failli perdre la vie. Et comme elle n'était plus en mesure de s'occuper de nous, moi j'étais à l'internat à Armon. Et donc je terminais mes humanités en fait. J'ai été obligé de retourner à Kinshasa. Et c'est quand je suis arrivé à Kinshasa et que j'ai vu cette différence de niveau de vie. Le confort que j'avais en Europe par rapport à ce qui se passait, à ce que je vivais directement sur place à Kinshasa, ça m'a heurté. Je ne comprenais pas que l'on puisse déjà à l'époque vivre dans ces conditions-là, même si moi j'étais déjà issu d'une famille assez aisée, on va dire. Mais bon, mes amis, ce n'était pas le cas, et mon entourage, ce n'était pas le cas. Et donc il y avait ce côté tu as pris conscience des réalités sociales. J'ai pris conscience des réalités sociales, des réalités du terrain, de la misère. J'ai affronté la misère comme ça, directement. Et je me suis demandé, mais comment font les gens pour vivre dans ces conditions-là? Et alors, une toute petite histoire. Je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est un président qui était reçu par le président Mobutu, par le feu président Mobutu. J'étais à Eyala, parce que la parcelle familiale était à l'époque à Eyala 26. Chez nous, on appelait ça à l'époque Balabala Verkis. Nous étions 26 et Verkis, qui était donc papa, hein, parce que lui, il était au 36, tout le monde connaît Papa Verkis, il n'est plus à présenter. Et on était en train de jouer aux cartes, aux dames, avec des voisins. Et là, on entend une sirène au loin. C'était la sirène qui annonçait que le président Mobutu arrivait avec ses invités. Et pendant qu'on jouait aux dames, un ami qui était vite parti nous a dit, bah alors vous venez pas? Et les amis ils étaient là, ils disaient, ah non, nous on vient pas, qu'est-ce qu'on va aller faire? Mobutu il est en train de faire sa vie et tout ça, nous on est pauvres malheureux, on joue nos dames, nous on vient pas. Et cet ami, et puis on entendait la sirène qui se rapprochait, et cet ami il revient et dit, mais alors venez, il va bientôt arriver. Non, nous on vient pas, laisse tomber. Et il est revenu une troisième fois et il nous a dit simplement, Yeyuazoleka. Mais je t'assure, il faut voir comment le jeu de dames a sauté en l'air. Oula, mon Dieu. On s'est tous mis debout, on s'est précipité vers, puisque nous on était juste au numéro 26 entre Éthiopie et Gambela. Donc du 26 on arrive vite sur Éthiopie. Et sur la gauche, il y a tout de suite l'avenue Victoire. Je pense que notre frère Jean-Christian voit déjà de quel secteur je parle.
Hein. Et là, on a vu Mobutu qui arrivait. Et j'ai vu Mobutu pour la toute première fois, comme ça. Il était là, quoi, je veux dire, à 10 mètres. À 10 mètres de toi. Et il était en train de saluer, comme ça. Et à un moment, il a salué vers notre direction. Et un ami qui était là, avec Mobutu qui faisait ça. Mais j'ai eu l'impression que pour lui, ce salut s'adressait à sa propre personne. Et il était rentré quasiment dans une d'extase comme ça. Et moi, ça m'a interpellé. Je l'ai regardé. J'ai regardé le feu président Mobutu. Et puis c'est là que je me suis rendu compte quand même d'un certain décalage en fait. Du décalage, parce que moi j'étais pas dans cet état d'esprit qui consiste à fanatiser une personne, à diviniser une personne, pardon. Et je voyais les compatriotes, mais je comprenais ce sentiment. Et ensuite il est passé et je voyais toutes ces voitures luxueuses, tout ce cortège énorme qui passait avec des gardes armés et tout. Et le contraste avec la population à côté qui croupissait déjà à l'époque dans une certaine misère. Et là, je m'étais dit, non, mais ce pays ne peut pas continuer comme ça, un jour, il faut que ça change. Et c'est là que, clic, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique. Waouh! Et alors, justement, à partir de là, est-ce que tu t'es engagé peut-être dans un mouvement, ou bien qu'est-ce que tu as fait, en fait, concrètement? En fait, je ne me suis pas engagé dans un mouvement, mais je me suis révolté. Je me suis révolté, et puis j'ai commencé à parler aux compatriotes en leur disant, mais non, vous ne pouvez pas accepter certaines choses. Vous voyez, un être humain a certains droits, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Il faut revendiquer les choses, il ne faut pas rester comme ça sous l'emprise d'une certaine domination. Et puis ne pas... il faut que vous soyez un peu plus revendicatif. Je leur disais ça. Et là, ils me disaient, mais non, mais tais-toi, qu'est-ce que tu racontes, tu es au multipoto et tout. Tu sais que rien qu'avec ce que tu es en train de dire, on peut nous arrêter ici, on aura des problèmes à cause de toi. Donc ne parle pas de politique. Et c'est là que j'ai senti qu'il fallait bouger. Quoi. Donc ça, tu as essayé, j'allais dire, parce qu'on parlait d'un court séjour, comme tu disais, tu étais donc en vacances, etc. Voilà, donc tu as essayé de conscientiser, entre guillemets, déjà tes amis. Mais alors après, tu es rentré donc, en Europe. Après, je suis revenu. Et qu'est-ce que tu as fait justement après Alors une fois que je suis revenu en Europe, donc je t'avais dit que j'étais en train de passer mes examens, vu la situation de maman. Donc j'ai perdu, si tu veux, une année. Parce que je n'étais pas en vacances, mais j'étais retourné parce que la situation l'imposait. Et arrivé à Kinshasa, je n'ai pas voulu étudier parce que mes pensées étaient plus sur maman. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de retourner et de savoir dans quel état maman se trouvait, parce qu'elle était vraiment au seuil de la mort. Hein. C'était vraiment, on était choqués, on était complètement déstabilisés. Et donc j'ai demandé à papa de rentrer en Europe. Il a voulu m'envoyer aux États-Unis. J'ai dit non, pas les États-Unis. Après, il m'a proposé la Suisse. J'ai dit non, non, pas la Suisse. Après, alors, il m'a fait, bon, bah, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? Tu vas aller à l'internat, dans le ban d'où tu viens là-bas? Et là, je lui ai dit, mais très sérieusement, je lui ai dit, écoute, papa, dans une semaine, il faut que je rentre en France parce que maman est hospitalisée à l'hôpital à Gonesse en France. Et je dois absolument retourner parce que là, je sens que c'est important que je sois auprès d'elle et il faut que je rentre. Donc, quand il a vu que cette demande était vraiment sérieuse, une semaine après, je suis arrivé à Paris parce que je quittais Bruxelles quand j'étais retourné pour la première fois. Donc, Kinshasa, je suis rentré sur Paris. J'ai retrouvé maman, elle allait beaucoup mieux et directement, elle m'a dit non, il faut que tu reprennes tes études. Et elle m'a inscrit au lycée militaire à Paris, dans le 10e arrondissement. Et c'est là que j'ai passé mon baccalauréat. Mais là, j'avais déjà mes 19 ans accomplis. Non, ce que je voulais dire par là, c'est plus par rapport justement à cette conscience politique. Donc, tu es revenu en Europe avec cette prise de conscience. Exactement. Dans les années justement qui ont suivi, est-ce que tu t'es engagé quelque part ou comment as-tu en fait continué cette conscientisation? Toujours pas. Je ne me suis pas engagé. J'étais vraiment pris par le fait qu'il fallait que je passe mes examens. Donc c'était vraiment les études qui importaient. Et je me suis vraiment concentré sur mes études. Et ça fait que pendant un laps de temps, je ne m'intéressais plus à la politique, si tu veux, sous forme d'un certain activisme. Mais je m'intéressais à la politique dans le sens d'apprendre ce que c'était que la politique. Et là, je commençais à suivre les émissions politiques alors que j'avais à peine une vingtaine d'années. Alors que mes amis m'incitaient plus à aller en boîte et tout ça. Et moi, je m'intéressais aux émissions politiques. Et je me rappelle même que mes amis me disaient, mais attends, mais tu n'as que 20 ans, mais tu es déjà comme un vieux papa comme ça. Qu'est-ce que tu as regardé ces émissions à dormir debout? Et c'est là que... Donc si je comprends bien, tu as suivi. D'abord, premièrement, tu n'as pas fait comme tout le monde, parce qu'en général, je dirais 9 Congolais sur
sur 10, on est passé par l'UDPS, entre guillemets, à un moment donné, quand on est, enfin je parle pour ceux qui étaient en Europe notamment. Donc la période justement de la conférence nationale, ce qui est quand même une période très importante, qui a marqué quand même un tournant dans l'histoire du pays. Comment as-tu vécu cette période-là? De très loin, elle ne m'a pas influencé du tout. Parce que comme je te le disais, à l'époque je ne m'intéressais pas à la politique directement. Et pendant tout ce temps où il y avait ces problèmes politiques, dans tout cet environnement conflictuel, je ne m'intéressais pas vraiment à la politique. Je la regardais de loin, surtout en ce qui concerne le Congo. Et je m'intéressais plus à l'homme politique, savoir qu'est-ce que c'est que, quel est le destin, quelle est la façon d'appréhender les choses en tant qu'homme politique. Comme tu te rappelles, je l'avais dit en liminaire, j'aime savoir ce que pensent les gens. Et voilà, j'étais plus dans ce cadre-là. Non, j'avais mal compris, parce que comme tu expliquais que pendant la période où les autres sortaient et qui te faisaient même ce reproche que toi, qu'est-ce que tu fais avec tes histoires politiques, c'est pour ça que j'ai pas bien compris. Donc c'est-à-dire, cette période-là, en fait, toi, tu suivais des émissions, j'allais traîner au centre Pompidou, je lisais des bouquins, et puis j'étais plus dans l'apprentissage, mais pas dans l'activisme ou dans le fait de rentrer dans un parti et tout ça. Donc l'UDPS, je ne connaissais pas vraiment l'UDPS. Je m'intéressais plus aux bouquins, tout ça, suivre les émissions, parce qu'en suivant les émissions, j'avais l'impression que j'assistais à des cours. Je retenais tout ça, donc voilà. Donc tu suivais plus des émissions de ton pays d'accueil, c'est-à-dire en France, concernant la politique française. Exactement. Et donc justement ma question c'est, alors peut-être as-tu à un moment donné l'envie ou peut-être de partager ou disons de t'inscrire dans la vie politique française ou de vouloir t'engager à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce sens-là? Paradoxalement non, je n'ai jamais eu envie de rentrer dans la vie politique française, mais j'avais ce souci de faire de telle sorte que le confort que moi j'avais en Occident, en Europe, pardon, en France notamment, que ce confort aussi, que je puisse l'apporter à mes amis, à ceux que j'avais laissés à Kinshasa, pour qu'ils puissent savoir ce que c'était. Donc j'avais déjà ce besoin-là, je me disais, par tout ce que je fais, il faudrait qu'un jour, je ne savais pas quand, je me disais, mais un jour, il faut que les Aïrois, ils connaissent aussi ce minimum de confort que j'ai. Et voilà, j'étais plus dans cet état d'esprit-là. Je voyais déjà le futur, quoi. Je ne savais pas où ça allait m'emmener, mais j'avais déjà des pensées dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est peut-être tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, je sois vraiment beaucoup plus actif. On va y arriver, parce que c'est important d'essayer de comprendre, comme on dit, pour comprendre le présent et encore plus présupposer de l'avenir, il faut comprendre le passé. Exactement. Donc il est important de comprendre effectivement un peu ton passé pour voir quelle a été cette évolution. Alors, on a bien compris que tu t'étais intéressé à la politique, j'allais dire d'une manière générale, c'est-à-dire à ce que c'est l'être politique, ce que c'est la politique, ce que c'est être dans la politique. On a bien compris que cette période, j'allais dire, donc jusqu'à la fin du régime moboutiste, je pense que tu n'étais pas trop impliqué, ça te concernait peut-être de loin, que tes préoccupations étaient vers le peuple et vers donc, le social, de vouloir changer des choses. En plus, quand je dis le peuple, attention, c'était même pas ça, c'était vraiment mes amis, ceux que j'avais fréquentés quand j'étais à Kinshasa, c'était même pas encore le peuple, c'était vraiment donc Balabalea là. Oui, je vois. Mais alors, tu n'as pas eu l'idée de faire un projet ou quelque chose dans ce sens de très concret pour les aider, entre guillemets, non? Non, pas du tout. J'ai gardé les contacts. Puis bon, projet d'envergure, il faut te dire que j'avais quoi, à 20 ans, on n'a pas non plus, on pense pas à des... Bon, j'étais pas un surdoué, donc voilà. À cet âge-là, je pensais plus à terminer mes études d'un côté, j'avais le souci de maman de l'autre, je suis quand même l'aîné, le deuxième d'une grande famille, d'une famille nombreuse. Il y avait les responsabilités en tant que grand frère, et puis aussi, bon, il y avait ce besoin d'aller le plus loin possible dans mes études. Donc j'étais plus dans cet environnement-là, et mes amis que j'avais laissés à Kinshasa, notamment à Yala, dans le secteur et tout ça, on gardait les contacts, et puis quand je pouvais, je leur faisais un mandat, des trucs comme ça, mais j'envoyais de l'argent, des choses comme ça, mais ce que fait tout, j'allais dire, ce que fait tout le monde, voilà. Mais alors, tout à fait banal. Pour justement revenir à ce parcours, alors on a bien compris, donc ok, la période, j'allais dire, de transition, la période de conférence nationale, c'est une période que tu as vue un peu de loin. Alors, comment as-tu vécu ensuite vraiment la période, l'arrivée de Kabila au banc Kabila Père, Laurent Désiré Kabila, donc 1997, quand réellement les choses changent, le régime tombe, donc un nouveau régime s'installe à Kinshasa. Comment as-tu vécu cette période-là? On était très troublés. On se demandait, je me demandais à l'époque, tiens, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais j'avais des sentiments mitigés. Pourquoi? Parce que
comme tout Zaïrois, j'accorde beaucoup d'importance à l'apparence, hein, surtout en ce qui concerne un chef d'État. En ce qui concerne un chef d'État. Et lorsque j'ai vu Mobutu qui est en train de dépérir, ça m'a vraiment fait très mal. Malgré que je n'étais pas vraiment fan, surtout, alors pas du tout même je dirais, surtout avec tout ce que j'avais vécu à Kinshasa, tout ce que j'avais vu comme ça de mes propres yeux, je me disais qu'il était responsable quand même hein, de cette situation, de cette misère. Je me disais mais comment peut-on vivre dans une telle opulence et à côté son voisin voilà, donc ça me déplaisait. Et lorsque j'ai vu Laurent Désiré Kabila qui arrivait, je n'ai pas été rassuré. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là, mais qui n'est pas bon du tout. Et le fait de voir Mobutu dépérir comme ça, donc, ça m'a quand même fait quelque chose parce que quand je le regardais, surtout quand je voyais ses saluts qu'il faisait et tout, je voyais quand même un certain charisme, une présence. Hein, on le ressentait, ça même. Quels que soient les sentiments qu'on ait pour la personne, ça c'est secondaire. Voilà, on reconnaît qu'il y avait un charisme. Et quand je voyais Laurent Désiré Kabila qui arrivait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses de bizarres qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui nous échappent. C'est pas normal cette situation. Voilà, et puis bon, les événements, nous avons tous assisté à cela. Et voilà. Et donc justement, parce que là on va arriver, je pense que là on va arriver quand même au cœur de notre débat et de ce qui constitue ton combat aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, comment as-tu vécu l'arrivée de Laurent Désiré Kabila? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Comment l'homme qui regardait la politique de loin, la politique congolaise de loin, qui, bon, évidemment, comme tu dis, était touché humainement par rapport à la situation sociale, est devenu le Rolin Mena d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà pendant la période Laurent Désiré Kabila, j'ai commencé maintenant à créer des ponts entre la conception que j'avais de la politique ici en Europe et ce que l'on pouvait faire en rapport à cela chez moi, au Zaïre de l'époque. En fréquentant maintenant certains responsables politiques dont je tais les noms parce que certains sont au pouvoir actuellement et puis d'autres sont encore vivants. Donc je n'aimerais pas les mettre dans des situations inconfortables par rapport à mes propos. Et donc je commençais à voir ces contacts-là. Et ensuite, bon, comme ces contacts ne donnaient rien de probant, rien de palpable que je pouvais, comment dire, exploiter, j'ai laissé les choses se faire d'elles-mêmes. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2001, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Donc deuxième choc. Et là, je me suis dit, waouh, là, la situation, on est en train de tomber dans un trou sans fond. Et en fait, cette phrase qui consiste à dire tomber dans un trou sans fond, elle n'est pas de moi. C'est un ami avec lequel j'étais en train de parler et qui m'a dit, mais Roland, regarde la situation telle qu'elle est en train de se passer. Le Zaïre est en train de tomber dans un trou sans fond. J'ai gardé ça, je l'ai fait mienne, cette parole, parce qu'elle correspondait en fait aux événements malheureux auxquels on assistait. Et donc ce qui a fait vraiment que je m'engage en politique, moi je l'ai toujours dit, hein, sans aucun embâche, sans aucune hésitation, parce que je suis chrétien, donc j'allais à l'église un dimanche avec mon épouse, les enfants, et nous étions chez le pasteur Moké. Et là, je vois, c'est pas le pasteur Moké qui nous dit, bon ben là aujourd'hui, c'est pas moi qui vais prêcher, nous avons un invité de marque, c'est un ancien collègue, parce que j'étais politicien aussi avant d'être pasteur, et donc je vous présente monsieur Honoré Ngbanda. Et c'est là que j'avais déjà entendu parler du personnage, mais bon, sans plus quoi. Et c'est là que j'écoute le monsieur Honoré Ngbanda qui commence à dire certaines choses. Et une phrase qu'il a dite qui a retenu toute mon attention et qui a provoqué aussi un deuxième déclic que moi j'appellerais le début de mon éveil patriotique, c'est lorsqu'il a dit « Vous pouvez prier toute la journée, vous pouvez parler en langue autant de temps que vous voudrez, vous pouvez adorer Dieu comme vous le voulez, mais si ce don, cette chose que Dieu vous a donnée, vous négligez cela, eh ben, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Il se passe des choses abominables chez vous, mais vous ne savez pas ce que c'est exactement dans les années à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les mois à venir. Intéressez-vous à votre pays et ne restez pas seulement confinés dans cet espace cultuel. Voilà.
Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis dit, ce monsieur, soit il en dit pas assez, soit alors, il faut que j'essaye de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de monsieur Honoré Ngbanda. Nous sommes arrivés donc au mois de juin 2005. Il y a eu la création de la Pareco. On m'a présenté le pasteur Faustin Choum, et j'ai parlé un peu avec lui, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ce qui se passe? Je lui ai dit, non, franchement, déjà, moi, ce qui se passe au Congo, ça ne me convient pas. J'aimerais faire des choses, je ne veux pas rester spectateur. Donc je passe l'échange qu'on a eu avec lui, qui a duré à peu près une quinzaine de minutes, ce jour-là. Et il m'a dit, bon, ben écoute, ici se passe des choses. Et il m'a présenté un militaire, le capitaine Luyundu, là. Il m'a dit, bon, écoute, c'est un jeune frère qui est intéressé par tout ce qui se passe ici. Est-ce que tu pourrais le faire rentrer dans l'organisation? Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. En tout cas, je pense, chers amis téléspectateurs qui nous suivez, vous voyez, je crois que les choses sont claires. Et c'est un peu ce dont on a besoin aujourd'hui dans ce combat que nous menons, dans cette résistance, d'avoir vraiment un discours clair. Je crois que c'est très clair. M. Menat, je crois, a expliqué les choses très clairement, et vraiment je te remercie, Roland, parce que voilà, c'est simple, il n'y a pas besoin de se cacher, les choses sont aussi simples que ça. De mettre des choses compliquées. Bon. Et donc à la suite de ça, on a bien compris, tu es rentré donc dans ce parti qui est la Pareco, tu as fait le travail que tu y as fait, tu as appris des choses, tu as contribué, etc. Et voilà, et puis bon, aujourd'hui tu as décidé, donc, depuis déjà un certain temps, ça ne date pas d'hier, tu as décidé de continuer ta route, parce que ta route d'homme politique, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Je veux dire, bon, pour nous Européens, je veux dire, voilà, tantôt on commence à tel endroit, parfois on se rend compte que bon, voilà, les choses doivent prendre une autre tournure, il n'y a aucun problème, et surtout que tu as toujours été clair, je pense, là-dessus, tu as bien expliqué clairement le pourquoi tu es parti, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de polémique à faire, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, donc je pense que c'est clair. Alors, aujourd'hui, tu te retrouves donc à la tête, alors d'abord, si j'ai bien compris, d'une association qui était C2D. Voilà, donc pendant que j'étais dans l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, une structure au sein de laquelle j'ai occupé plusieurs postes à responsabilité, j'ai commencé tout de suite en tant que vice-président à Pareco France. Ensuite, lorsque le président a posé sa démission, j'ai succédé à ce poste en tant que président AI de la Pareco France. Et à un moment, il y a eu des changements qui se sont faits. Et moi, j'ai proposé au président de la Pareco, M. Honoré Ngbanda, de me retirer de la structure et puis d'évoluer un peu comme je fais maintenant et d'être seul, parce que il y a certaines choses, certaines façons de faire qui ne me convenaient pas. Et c'est là qu'il m'a proposé, il m'a dit non, je comprends ton besoin, écoute, je te propose de rejoindre mon cabinet et d'être beaucoup plus proche de moi pour que nous voyions ensemble comment tu pourrais évoluer dans les meilleures conditions possibles pour servir la structure et puis pour que nous avancions vers les objectifs que nous étions fixés. Donc j'ai accepté et j'ai été conseiller chargé du protocole de l'organisation de la sécurité. Ensuite, lorsque je lui ai de nouveau rappelé, c'est toujours moi qui revenais vers lui en fait, quand je remarque bien, et toujours dans le sens de me plaindre. En fait, à chaque fois que je venais vers lui, c'était pour me plaindre, pour lui dire, président, ça va pas, là, ça va pas encore, non, je veux retourner, je vois qu'au niveau de la Pareco France, les choses ne fonctionnent pas trop bien, je veux retourner au niveau de la Pareco France et faire les choses, et là, il me dit, mais non, tu ne peux pas retourner au niveau de la Pareco France, j'aimerais bien que le travail que tu as fait au niveau de la Pareco France, je pense qu'il va me suivre, et il verra bien que je ne mens pas, j'aimerais que tu le fasses maintenant au niveau de l'Europe, que tu organises l'Europe, il y a des conflits, il y a des problèmes et tout ça, essaye un peu. Et puis donc il m'a donné cette responsabilité il m'a proposé cette responsabilité d'être le président régional à Pareco Europe, donc j'étais en charge de toute l'Europe. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes formidables au niveau de la Pareco, avec lesquelles j'ai commencé à travailler. Nous avons organisé des déplacements pour que je fasse des conférences, pour que je rencontre des personnes, pour que nous fassions toujours ce travail. Tu as fait ton travail. Voilà, de mobiliser, conscientiser, comme je suis encore en train de le faire aujourd'hui, de politique justement, parce que c'est ça le rôle d'un politique. Et à un moment, je suis de nouveau retourné vers lui pour lui dire que non, là, je pense que je vais arrêter, mais cette fois-ci sérieusement.
parce que je ne suis plus d'accord avec certaines choses. Je sens te couper, et je ne suis pas là pour ton avocate, mais c'est tout à fait légitime, je pense. Hein. D'ailleurs, en tant que chrétien, il est bien dit qu'il est important de servir au pied du maître, mais il y a un moment donné, il est temps aussi de prendre son envol. Donc il n'y a rien de polémique là-dessus, du fait que quand le temps est arrivé, je pense que tu as fait, on pourra vraiment pas te reprocher d'être quelqu'un qui tantôt là, et qui a, soufflé, fait plusieurs circuits, faire du vagabondage. Tu as fait ton travail, tu as fait tes armes. Et si tu veux, et c'est pendant justement, Claudine, excuse-moi, je ne te coupe pas, mais c'est pendant déjà cette période que j'avais créé Citoyenneté congolaise, droits et devoirs. C'est sur ça justement que je veux alors que j'étais déjà dans la Parico. Et ça, c'était en 2008. Je suis parti voir mon supérieur hiérarchique qui était le pasteur Chungu, puisque lui, c'était le secrétaire général de la Parico. Et je lui ai dit, Mokondi, Talanga Sikoyo, on a créé l'association Moko. Parce que, et si tu te rappelles, c'est ce que je te disais en liminaire, j'avais toujours ce souci de faire de telle sorte que les gens vivent le confort que moi j'avais vécu. Parce que j'estimais que c'était une grâce, ce n'était pas quelque chose de particulier parce que je suis plus valable que d'autres. Non, non, pas du tout. Je m'étais toujours dit, si Dieu m'a permis de vivre ce que j'ai vécu, c'est pour que je puisse par la suite en faire profiter d'autres. Donc je pense qu'il m'a fait connaître certaines situations pour que cela me serve d'enseignement. Et d'ailleurs ça prouve que justement qu'il y a une logique entre ce que tu disais, puisque ce souci que tu avais à l'âge de 20 ans, tu n'as peut-être pas pu à l'époque faire quelque chose, j'allais dire, de concret, on va peut-être créer une association, en 2008 donc tu l'as fait. Et en 2008 donc je décide de créer Citoyenneté congolaise, droits et devoirs. J'estimais que ça allait tout à fait dans le sens du discours de la Parico, parce que l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, ce n'était pas un parti politique, c'était une plateforme qui invitait tous les Congolais et qui, je pense que c'est toujours leur discours, à moins qu'ils s'en soient écartés, et qui proposait aux uns et aux autres qui sont conscients de ce qui se passe au Congo, de nous mettre ensemble pour que tous ensemble nous trouvions les voies et moyens qui vont nous permettre de faire que la situation change. Donc ça allait tout à fait dans ce que je voulais. Et je me disais, Citoyenneté congolaise, droits et devoirs va être dans la Parico. Mais moi, ce que je voulais, c'est d'être en plus, en parallèle de l'action politique de la Parico directement, qu'il y ait aussi l'action sociale. Et moi, Citoyenneté congolaise, droits et devoirs, c'est ce que je voulais apporter en plus. Je voulais vraiment que l'on remette le citoyen au centre des préoccupations, que l'on reconnaisse que l'individu, que la citoyenneté d'un individu est établie à partir du moment où l'on respecte ses droits et où on lui permet d'exercer ses devoirs en tant que citoyen libre au sein de la société. Et moi, je voulais apporter en parallèle ce côté-là. On a bien compris que ton association, pour moi, j'appelle ça une association humanitaire, sociale. C'était beaucoup plus dans le social et dans l'humanitaire, mais directement sur le terrain. Et d'ailleurs, elle existe toujours. Elle existe toujours, voilà. Alors, justement, donc, avant d'en arriver donc, à la vision d'aujourd'hui et à l'Isanga, j'aurais voulu te poser une question, justement, de savoir quel était ton rapport à l'époque. Je sais bien que tu étais engagé donc, dans le parti et que il fallait que tu suives, les lignes directrices du parti. Mais quel était j'allais dire peut-être je dirais plus ton sentiment. Là, je m'adresse à l'homme, Roland Mena, par rapport justement aux autres hommes politiques, par rapport à Etienne Tshisekedi, par rapport à l'UDPS, par rapport à d'autres hommes qui existent aujourd'hui dans l'opposition. Quel est d'ailleurs même aujourd'hui, mais plus à l'époque, quel était ton sentiment, ou disons, j'allais dire tes rapports, parce que on voit bien que, et ça c'est quelque chose qui évidemment, moi personnellement je trouve tellement dommage, ces guerres qu'on a les uns contre les autres. Alors, est-ce que déjà à l'époque ça te dérangeait pas? Si, ça dérangeait parce que ce sont des guerres fratricides. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas des Chinois qui se battent contre des Vietnamiens, c'est vraiment des Congolais qui se battent entre eux. Et alors là, concernant cette question, elle est importante parce que lorsque mon père commençait à faire les va-et-vient entre le Zaïre et Paris pour nous voir maman, s'inquiéter de sa santé et tout ça, je suis allé le voir à son hôtel et c'est là pour la toute première fois que j'ai vu Etienne Tshisekedi Wamulu, qui est un ami de papa, ils ont pratiquement le même âge, et il m'a présenté, je l'ai salué très respectueusement, et donc je n'avais pas, même si dans mes premiers pas dans mon pays d'origine, je ne m'intéressais pas du tout à l'UDPS, à Tshisekedi, mais le fait qu'il y avait ce rapprochement envers mon père
ça a renforcé un sentiment de respect qui s'est installé comme ça tout naturellement. Le respect que j'avais envers mon père, je sais pas, je pense que inconsciemment, je l'ai projeté sur Étienne Tshisekedi. Et donc pour lui, il y avait aussi un autre jour, rebelote, je vais de nouveau voir papa et qui je vois le grand maître Franco de l'Ok Jazz en train de parler avec papa. Et pareil, ce respect que j'avais pour papa se projette de nouveau sur Franco. Et donc à un moment, lorsque je vois toutes ces distorsions entre les uns et les autres, ben, ça me met automatiquement mal à l'aise parce que j'ai des sentiments de respect très profonds envers ces personnes-là, du fait que je pense que ça s'est fait de façon subliminale, sans que je m'en rende compte, que j'aurais fait cette projection entre mon père et Étienne Tshisekedi. Parce que je dis pas ça évidemment au hasard, parce qu'en fait c'est ce qui va nous amener, je crois, à la vision de Lisanga, parce que ce fait de se sentir mal à l'aise dans ce cadre qui était peut-être trop sectaire par rapport à enfin, la réalité politique du terrain, qu'on peut comprendre. Hein, nous sommes bien d'accord que nous sommes dans la résistance, dans le combat, donc il ne s'agit pas d'être complaisant vis-à-vis de nos ennemis. Nous sommes entièrement d'accord. Mais c'est vrai que, bon, comme tu le disais, quand on est entre nous, il faut plutôt tirer sur l'ennemi et pas sur le frère de combat qui peut-être a une manière de voir autrement. C'est aussi ça la politique. Hein. On le voit ici en Europe, la démocratie, on a des personnes qui sont issues de partis différents, mais on est dans un même État, dans un même pays. Alors peut-être justement ce côté-là te dérangeait déjà, comme je disais à l'époque, on le sent bien, puisque c'est ce qui t'a amené justement à créer Lisanga.